Je vous avais demandé de lire la nouvelle de Balzac, Le chef-d'œuvre inconnu. C'est pour ça que je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas vous lire le chef-d'œuvre inconnu, ce serait trop long, vous l'avez lu vous-même, mais nous allons nous arrêter sur quelques points de cette œuvre de Balzac, qui est très connue, une des plus connues de l'œuvre de Balzac, et qui va entrer dans la comédie humaine un peu plus tard. Il faut vous dire au préalable qu'il y a eu deux versions du chef-d'œuvre inconnu de Balzac. Il y a eu une première version. Certainement ce thème du chef-d'œuvre inconnu intéressait déjà beaucoup Balzac et il y a réfléchi, mais par la suite, grâce à ses rencontres avec Delacroix, il a décidé d'approfondir le sujet et d'en faire une autre édition et de rajouter. Donc il y a l'édition première, celle de 1831, et la seconde, celle de 1841. Voilà l'édition de Le chef-d'œuvre inconnu. Et il fait partie de 3 nouvelles. Il est publié habituellement avec 3 nouvelles, Gambara, Massimilla, Denis. Gambara va parler de la voix, tandis que le chef-d'œuvre inconnu va parler de l'art pictural, Et il va beaucoup plus tard, il va introduire le chef-d'œuvre inconnu dans la comédie humaine, dans la rubrique des études philosophiques. Bien sûr, il y a eu beaucoup de sources d'influence pour créer cette nouvelle, et là je vais vous dire qu'il a mélangé dans le sujet de la nouvelle et dans le sujet, il a mélangé des personnages réels et des personnages imaginaires, des personnages qui avaient existé dans la vie réelle et des personnages imaginaires. Ce qui est intéressant, c'est que les personnages du chef-d'œuvre inconnu ne sont pas devenus des personnages migrateurs. Vous savez, les personnages migrateurs qui, comme, je ne sais pas, Gobseck, Vautrin, etc., se retrouvent dans plusieurs livres. Non, les personnages du chef-d'œuvre inconnu, donc, appartiennent tous à leur époque et ne migrent pas. Pourtant, nous avons des indications très précises sur où, comment, pourquoi est née cette nouvelle, où elle commence. Il y a un incipit. L'incipit, vous savez que ce sont les premiers mots de la nouvelle. Et l'incipit est très important, il donne des précisions vers la fin de l'année 1612, par une froide matinée de décembre, un jeune homme dont le vêtement était de très mince apparence se promenait devant la porte d'une maison située rue des Grands Augustins à Paris. Voilà, rue des Grands Augustins à Paris. Donc nous avons toutes ces indications. Donc il y a ici ce jeune homme, c'est Nicolas Poussin, le jeune Nicolas Poussin, qui veut devenir artiste, qui a déjà de la maîtrise du dessin, qui est venu de province et qui veut faire la connaissance de maître pour commencer son apprentissage. Et il y aura d'autres personnages. Première idée de Balzac, il y aura d'autres personnages qui seront des personnages réels et d'autres personnages qui seront des personnages inventés par lui. L'idée est que l'œuvre et son exécution peuvent être tuées par la trop grande
abondance du principe créateur. C'est ce qu'il écrit dans une lettre à Ansgar, Balzac. Je pense à ce problème quand le créateur veut créer trop et il tue son œuvre par le désir de créer trop. Ensuite, il est influencé par Hoffmann, par les contes de Hoffmann, par la musique de Hoffmann qu'il aime beaucoup, comme la musique de Berlioz. Nous savons très bien que Balzac aimait beaucoup la musique de Berlioz et elle l'a beaucoup influencé dans la création de ses œuvres. Le principe prométhéen du génie. Le génie est toujours quelqu'un qui veut apporter le feu sacré à l'humanité. Il veut être comme Prométhée. Et ensuite, aussi un autre aspect de la pensée de Balzac, c'est que l'acte de la création est toujours un acte mystérieux. Nous ne savons pas comment s'exécute la création, et effectivement, pour le chef-d'œuvre inconnu, nous avons très peu de détails sur comment cette œuvre a été créée. Pourtant, il dira que les mythes l'ont beaucoup influencé, et il parle des mythes assez souvent. Voilà une phrase que j'ai retirée d'une de ses lettres. Les mythes modernes sont encore moins compris que les mythes anciens, quoique nous soyons dévorés par les mythes. Le mythe est profondément enfoui dans la réalité. Ce que nous avons dit la dernière fois, le mythe façonne la manière dont nous concevons la réalité autour de nous. Donc, le chef-d'œuvre inconnu a été écrit sous le signe du feu de Prométhée, et aussi de cette idée que le créateur veut entrer en concurrence avec Dieu. Il veut rivaliser avec Dieu. Et nous avions parlé la dernière fois avec vous du perspectivisme. Nous avons parlé de cette, si vous voulez, de cette idée philosophique qui apparaît dès l'Antiquité et qui est représentée par plusieurs penseurs, cette idée que l'homme ne peut voir un objet que d'un seul point de vue, puisqu'il est lui-même tout seul, tandis que Dieu a cette faculté extraordinaire de voir de façon panoramique. Il est un panoptès, comme nous avons dit, d'après le mot qu'emploie Michel Serres, le panoptès. Ensuite, il y a encore un autre mythe qui influe sur Balzac, c'est le mythe de Prométhée, de Protée. Protée, la multiplicité des formes. Protée, pour Balzac et dans la mythologie en général, représente le combat de l'artiste avec les obstacles qui se posent à lui. La matière est un obstacle. Quand le sculpteur crée, la matière est pour lui un obstacle. Quand le peintre peint, les couleurs qu'il va mélanger et tout sont pour lui autant d'obstacles. Tandis que Pygmalion représente la volonté de communiquer à l'œuvre le principe de la vie. Et toutes ces idées-là, nous allons bien sûr les retrouver dans la lecture du chef-d'œuvre inconnu. Communiquer à son pinceau, à sa peinture, de la vie. Animé d'un souffle spirituel. Vous voyez, comme Pygmalion va
animer Galatée. Mais il y a un très grand danger dans cette animation de Galatée, parce que Pygmalion ne s'aperçoit pas que Galatée étant une création de son propre ciseau, de son propre travail sur le marbre, est un objet de son désir. Il ne regarde pas cette femme comme un être vivant. Et ici, nous aurons 2 ou 3 récits qui vont nous présenter. Je vais vous mettre en parallèle le récit de Balzac avec un autre récit, celui de Marcel Schwob dans Les Vies imaginaires, où justement cet acte d'anéantissement, si vous voulez, de sacralisation de l'œuvre d'art va anéantir l'objet du désir. En prenant le nom de ce peintre, avec, si vous voulez, cet accent un peu allemand, Balzac pense certainement à donner le personnage d'un étranger, peut-être, de quelqu'un de... Mais certainement, c'est aussi un personnage mystérieux, mystique, et il a conclu certainement un pacte avec le diable. Cette idée sera suggérée si à la lecture attentive du chef-d'œuvre inconnu, ce sera un personnage faustien. Il aura conclu un pacte avec le diable. C'est-à-dire son désir, c'est de poursuivre une idée pure, abstraite, inconciliable avec la vie, si vous voulez. Et il y a 2 personnages, donc ici il y a Porbus, un peintre qui connaît Freinhofer et qui dit à Poussin qu'il va l'introduire auprès de Freinhofer qui avait été l'élève du célèbre Mabuse. Donc ils entrent chez ce peintre qui d'abord est étonné, il ne veut pas leur montrer son atelier, mais finalement connaissant Porbus, il leur montre son atelier et au cours de la conversation, il raconte son histoire, il dit que voilà, depuis 10 ans, il n'a pas touché une toile qu'il aurait voulu terminer. 10 années se sont écoulées, il n'a pas touché cette toile qui, pour lui, serait l'aboutissement de sa carrière artistique, le chef-d'œuvre qu'il veut créer, parce qu'il veut y mettre toute son âme, toute son activité créatrice. Et cette œuvre, il l'appelle la Belle Noiseuse. Alors ici, je vais expliquer le terme de la Belle Noiseuse, parce que nous allons y revenir. Le terme de la Belle Noiseuse. Alors, que signifie le mot noise? Vous comprenez le mot noise en français. Le mot noise signifie la belle par laquelle il nous arrive des désagréments qui créent des noises, oui. Voilà. Cette femme qui a disparu de la vie de Freinhofer représente pour lui toute la beauté incarnée, vivante. Mais comme elle a disparu, comme elle n'est plus là, c'est une belle noiseuse. Elle ne le lâche pas. Et il est prêt à descendre comme Orphée aux enfers pour la retrouver, tellement elle est belle.
Mais ici, nous sommes en présence d'un dédoublement de sa pensée, parce que d'un côté, il veut descendre et voir cette femme en chair et en os, mais en tout cas c'est une idée de la femme qu'il poursuit et non pas cette femme en tant que telle. Et alors, voyant le désarroi du vieux Fernefer, le jeune Nicolas Poussin lui dit, voilà, je pourrais vous présenter ma maîtresse, mon amie, Gilette, ma petite Gilette qui est toute la beauté du monde, je vous la présente. Et ici, j'aurais voulu que vous puissiez nous montrer la très belle gravure qui illustre la première édition de cette nouvelle de Balzac. La conversation entre Porbus, Poussin et Fernefer se poursuit et il parle du travail du peintre, que les brosses sont, il voit des brosses partout, il voit de la peinture partout. Fernefer montre à Poussin montre un de ses dessins et Fernefer finalement, Fernefer est né très riche, il est très riche et il paye même Nicolas Poussin, il lui paye 2 de ses dessins et il les paye en or. Ça aussi, c'est intéressant parce que nous savons très bien que l'or, pour Balzac, représente un métal mystérieux et un des métaux qui, si vous voulez, est une puissance occulte qui va diriger le monde. Les peintres doivent travailler. Et c'était aussi une idée de Balzac. Quand on lui a demandé quelle est votre définition du génie, Balzac a dit, vous savez, le génie, c'est un bœuf, c'est-à-dire celui qui travaille nuit et jour, et celui qui trace avec sa charrue un sillon profond. Et puis, Balzac continue à travailler sur ce sujet, il prépare une nouvelle version du chef-d'œuvre inconnu, et ces conversations avec Delacroix vont approfondir toute la trame du récit. Avec Delacroix, Balzac parle du surnaturalisme. Ce n'est pas encore le naturalisme, mais le surnaturalisme de l'art. Il doit être une vision imaginaire et non pas recréer le réel. Et ceci annonce aussi la réflexion esthétique de Baudelaire et préfigure le destin de Cézanne. Cézanne s'est identifié complètement à Fernefer. Et quand il a lu la nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, il a pleuré. Mais Fernefer, c'est moi. Tout ce que cherchait Fernefer, c'est ce que je cherche moi. Mais il y a aussi beaucoup d'éléments mystérieux dans cette nouvelle. Et là, je vais m'arrêter encore sur l'influence d'autres philosophes. Finalement, dans cette nouvelle, après bien des hésitations, Nicolas Poussin amène sa maîtresse Gilette chez Fernefer et elle va poser nue devant le grand peintre. Mais il y a toute cette valse hésitation qu'il a. Il va se placer avec une dague derrière la porte, si jamais il arrive quelque chose, si jamais Fernefer ose toucher à sa maîtresse, il entrera et il va le tuer avec sa dague. Bon, ceci est peut-être un élément très ancien, mais quand même il y a aussi la pudeur de Gilette. Elle a peur de se dévêtir, elle a peur de poser nue. Et finalement,
le travail s'exécute très vite et il est prêt maintenant, Fernofer est prêt à montrer le résultat de son travail. Vous avez lu cela dans la nouvelle, donc vous vous souvenez qu'il y a comme une espèce de fouillis de couleurs et de lignes sur le tableau, et il n'y a qu'un seul pied qui en échappe, mais un pied merveilleusement peint et vivant, comme si c'était une jeune fille qui s'enfuyait et qui a laissé ce pied-là, tandis que l'autre partie du tableau, on dirait qu'elle est coupée comme un mur, reste sur le tableau. Je vais vous lire cette phrase de nuance. Il n'y avait qu'un pied nu qui sortait de ce chaos de couleurs, de tons, de nuances indécises, espèce de brouillard sans forme, ce fragment échappé à une incroyable, à une lente et progressive destruction. Comment l'imagination, la création, le désir trop fort de créer amènent à cette destruction. Alors Poussin regarde ce tableau, il dit qu'une multitude de lignes bizarres formait une muraille de peinture. Et si une œuvre d'art est couverte, se trouve derrière un mur, nous ne voyons qu'un petit pan de cette œuvre d'art, il faut la voir tout entière pour que puisse être recréé l'équilibre du monde. Et il parle de ce... Je ne sais pas, peut-être que chez des écrivains de l'Antiquité, il y a eu aussi cette idée du mur contre lequel se brise l'œil du réel. Et aussi l'idée, bien sûr, de la vision panoptique. Ces lignes embrouillées, ces lignes désignent bien sûr le désir. Michel Serres l'explique aussi comme ça, le désir du peintre de peindre comme Dieu de façon panoramique, sous toutes les faces, sous toutes les faces. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments mystérieux. Et alors la réaction du pauvre Fernofer, il se met à crier, il invective ses hôtes et il leur dit « Répondez, répondez, aurais-je donc gâté mon tableau ?» Et alors il reste à ne rien dire. Il comprend que son tableau est gâché, mais je la vois ici, je la vois dans ces lignes. Elle est merveilleusement belle. Et en regardant le tableau, tout le monde oublie dans un coin la pauvre petite Gilette qui est là toute recorquevillée. Elle s'est recouverte avec un petit peu un drap ou je ne sais pas, une étoffe qui était là. Et elle pleure. Et nous savons très bien comment se termine la nouvelle. Il va brûler son tableau et on va le trouver mort. Il va brûler tous ses pinceaux, il va brûler son atelier, Fernofer, et on va le retrouver mort le lendemain. Cette œuvre a influencé pas mal de créateurs. Par exemple, André Breton. André Breton cite Balzac. Le principe capital de l'art est de s'affranchir de l'imitation pour exprimer la représentation imaginaire et mentale, saisir l'esprit et non la réalité. Breton va en faire une phrase qu'il va introduire dans ses essais sur le surréalisme. Baudelaire, Malraux, tous reviennent à la nouvelle de Balzac, le chef-d'œuvre inconnu, et ils disent que la création artistique est une lutte avec la nature ou contre la nature. Voilà. Cézanne.
Et là, je vais vous demander de vous rappeler ce que j'avais dit à propos de Pascal, quand il avait écrit son traité des coniques, un traité géométrique, comme vous voyez, sur le perspectivisme. Cézanne écrit « Il faut traiter la nature par les figures géométriques, le cylindre, la sphère, le cône, et le tout doit être mis en perspective. » C'est formidable comment cette idée du perspectivisme va être prolongée par ces artistes qui ont formé et déterminé le XXe siècle. Le dessin, dit Cézanne, est la composante artistique, l'ossature, le squelette sans la vie, tandis que la couleur introduit le mouvement. Et Cézanne niait, ou en tout cas n'aimait pas la ligne, le contour, la ligne. Il disait « laissons cette ligne aux Allemands, laissons cette ligne graphique et la couleur donne la vie ». Ici, justement, il voulait donner de la vie à sa création. Maintenant, je voudrais m'arrêter sur un film que peut-être vous n'avez pas vu, parce que ce film, c'est un film de Jacques Rivette, en 1991. Il avait reçu la Palme d'Or à Cannes, et il s'appelle La Belle Noiseuse. La Belle Noiseuse, c'est justement le modèle de Fernof qui s'appelait Catherine Lescaut. Et vous voyez que dans le film, La Belle Noiseuse va s'appeler Lise. Mais ici, Jacques Rivette, en inventant ce remake, si vous voulez, on appelle ça un remake, je n'aime pas les mots anglais, mais en tout cas, comment vous dire, c'est une reprise du même sujet, mais d'une autre manière. Il va traiter ce sujet absolument d'une autre manière, et il va nous montrer que cette belle noiseuse, quand le rôle du peintre est interprété par un acteur célèbre, Michel Piccoli. Vous devez le connaître certainement, il apparaît dans beaucoup de films français. Il joue le vieux peintre célèbre Édouard Fenhofer. Et le nom est resté, sauf qu'on lui a donné un autre prénom, Fernhofer. Voilà. Et Fernhofer a perdu sa femme il y a 10 ans, comme dans le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, et il ne peut plus toucher ce tableau parce qu'il ne trouvera jamais un modèle qui puisse correspondre à la beauté de sa femme. Et tout à coup, il y a un jeune homme qui s'introduit chez lui. Borbus est un marchand de tableaux dans ce film qui vient avec une jeune femme qui s'appelle Marianne, une compagne qui s'appelle Marianne, et finalement Michel Piccoli lui demande de poser à la fin des fins, mais à la fin du film, après tout le déroulement du film, si vous voulez, vous pouvez le regarder sur Internet, c'est facile à visionner, il y a la version russe, il y a la version française, tout ce que vous voulez, mais finalement, il voit que c'est la femme qui va périr. C'est Malraux qui a analysé ce film, et c'est la femme qui sera détruite par ces séances de peinture.
Finalement, c'est elle qui tombe amoureuse et qui, ne voyant pas de réponse, elle va dépérir. Je ne me souviens plus comment le film, soit qu'elle se donne de la mort, soit autre chose, mais en tout cas, c'est l'inverse qui se produit dans ce film. C'est intéressant, mais cela ne veut pas dire que le sujet ne soit pas abordé par d'autres. En 1931, le marchand Ambroise Vollard, le marchand qui a vendu tous les impressionnistes et les futuristes, etc., les cubistes, s'adresse à Picasso et il lui demande d'illustrer le chef-d'œuvre inconnu. Picasso lit le texte et il est fasciné par le texte. Il en devient comme fou. Comme l'était d'ailleurs Cézanne. Vous vous souvenez, je viens de dire que Cézanne aussi avait été fasciné par les idées que donnait ce texte au créateur. Et Picasso il achète l'atelier de Nicolas Poussin, justement à la rue des Saint-Augustin, et là, vous allez montrer la plaque commémorative, s'il vous plaît.